Donc, une fonction f f de m est dite champ scalaire, ou bien, oui, est dite donc champ scalaire, ou bien fonction scalaire, de point ou de champ, Donc, une fonction scalaire, donc une fonction scalaire de point ou de champ, donc ça, les champs scalaires. Donc, si la fonction f de m dépend des coordonnées x, y, z. Donc, c'est ça qu'on appelle donc une fonction f, x, y, z, donc dans une base orthonormée x, y, z est une fonction scalaire si f de m égale à f de x, y, z. Donc, je donne un exemple. Si vous avez une température, vous savez que la température, exemple, la température est une fonction scalaire, ça vous le savez. Donc, la température T, donc la température T est une fonction scalaire. La température T est une fonction scalaire. Ou bien une grandeur scalaire. Donc, plutôt pas fonction, mais on met grandeur scalaire. Donc, c'est grandeur scalaire. Voilà, ça on le sait. Et donc, on peut modéliser la température d'une chambre. Donc, on peut avoir une température T d'une chambre. Donc, tel que, si on a une chambre à effectivement, une chambre est à 3 dimensions, donc dépendant de x, y, z. Donc, la température T peut être modélisée comme étant donc un champ scalaire. Autrement dit, T peut dépendre des variables x, y, z. Tel que par exemple, nous avons une chambre ici à 3 dimensions. Donc, je dessine cette chambre, un exemple. Je dessine la chambre, on peut modéliser le problème. J'ai une chambre ici. Donc, la chambre est en l'espace à 3 dimensions. Maintenant, on peut coïncider le milieu du chambre avec l'origine d'un repère d'espace. Donc, on va faire coïncider l'origine du repère avec l'origine, le milieu du chambre, de la chambre, du grand pour moi, donc, comme l'origine d'un repère. Donc, ça, c'est Z, X, Y. Donc, le point O est le centre donc, de cette chambre. Okay? Mais on va faire coïncider le centre avec une source de chaleur. Donc, on a une source de chaleur ici, donc qui produit de la chaleur. Autrement dit, en tout point de cette chambre, on a une température donnée, T. Et la température T va être donc, la température T est une grandeur scalaire. Donc, ici, la température dans la chambre va dépendre de la position. Autrement dit, quelqu'un qui est ici, qui est un peu éloigné, donc comparé à quelqu'un qui est là, un objet qui est placé à côté de la source, donc ça c'est la source de chaleur, donc qui produit de la chaleur. Maintenant, si un objet est placé à une distance R, ou bien donc R, ou je vais appeler ça R, très proche par rapport à un autre objet, on saura que cet objet-là aura une température supérieure par rapport à la température d'un objet qui est éloigné par rapport à la source. Donc, on peut utiliser donc la température T dépend donc des positions de la position de l'objet dans la chambre. Et la position de l'objet dans la chambre par rapport à ce repère est déterminée par ses coordonnées x, y, z.
Donc T, X, Y, Z peut être modélisé comme étant, par exemple, je donne un exemple. La température initiale donc, de la soupe est égale à 15 degrés, donc multiplié par exponentielle. Je donne un exemple, hein, exponentielle de moins qui dépend de X plus Y plus Z. Je donne un exemple, voilà, Z. Autrement dit, si vous voulez connaître la température d'un objet en tout point, donc c'est comme ça que j'ai modélisé la température. Si vous connaissez les coordonnées d'un point, donc si vous avez un point M ici, connaissant les coordonnées du point M par rapport à ce repère, vous pouvez retrouver la valeur de la température donc de l'objet. Donc ici, la température T, selon le modèle physique que j'ai défini ici, la température T, selon le modèle physique que j'ai défini ici, est un grandeur, est un champ scalaire. Un champ scalaire veut dire que ici, en tout point de la chambre, donc on a une valeur, une valeur fixe ou bien un scalaire bien défini. Donc on sait que le scalaire, c'est juste une valeur. Donc une valeur fixe qu'on peut obtenir. Donc T est un champ scalaire. Ici, T, la température, est un champ scalaire. Pourquoi? Parce qu'en tout point de la chambre, donc on a une température fixe bien donnée. Donc si vous connaissez la valeur, donc les coordonnées d'un point dans la chambre, vous remplacez ces coordonnées X, Y, Z, vous retrouverez exactement la température de ce point à sa position. Donc, puisqu'on a une infinité de points dans la chambre, donc, puisqu'on a une infinité de points dans la chambre, donc on a une infinité de températures. Donc, une infinité de températures dans la chambre. Donc, en tout point, on a une température bien déterminée. Donc, l'ensemble de ces températures-là, on l'appelle un champ de température. C'est comme ça qu'il faut comprendre le concept de temps, de champ. Donc, puisqu'on a une infinité de températures, donc on a un champ de température dans la chambre. Donc, puisqu'on a un champ de température dans la chambre, ce champ-là, on l'appelle donc un champ scalaire, parce que la température est une valeur, donc est un scalaire. Donc, ici, T est un champ, donc la température, donc je reprends, la température est un champ scalaire. Donc, si on donc est un champ scalaire, excusez-moi, j'ai utilisé le mot champ, est un champ scalaire. Pourquoi? Parce que dans la chambre, on a une infinité de points. Puisqu'on a une infinité de points, alors on a une infinité de valeurs. Autrement dit, une infinité de températures. Donc, l'ensemble de toutes ces températures-là, on les remodélise comme étant un champ de température. Donc, température T est un champ scalaire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut comprendre donc, le concept de champ scalaire. Donc le champ scalaire découle donc d'une grandeur physique, par exemple. Je peux m'exprimer ici. Donc T est une grandeur physique, donc qui est donc grandeur physique scalaire. C'est pas vectoriel, plutôt scalaire. Maintenant, par rapport au modèle physique que je viens de définir, effectivement, en tout point, on a une valeur de température bien déterminée. Donc l'ensemble de toutes ces températures-là qui sont dans la chambre représentent un champ scalaire de température. Un champ scalaire de température. Voilà. Donc ici, f de x, y, z donc, est une fonction scalaire ou bien un champ scalaire. Voilà. Donc c'est ça que je voulais préciser donc, pour vous faire comprendre un peu le concept de champ scalaire. Voilà. Je pense que c'est ça. Maintenant, on va continuer. Alors, on va continuer. Maintenant, donc c'est comme ça qu'on définit une fonction scalaire ou bien un champ scalaire. Donc c'est quoi maintenant un champ vectoriel? Donc, un champ vectoriel, en rouge, un champ vectoriel. Un champ vectoriel, tout point. Donc, une fonction, le vecteur, autrement dit, le vecteur. Donc, si on parle de vecteur, champ vecteur, on parle du vecteur. Donc, le vecteur V, qui dépend du point M, autrement dit, ses coordonnées x, y, z, donc, est dit une fonction vectorielle. Donc, un vecteur M est dit donc fonction vectorielle, ou bien champ vectoriel, de point, donc fonction vectorielle, donc de point ou champ,
autrement dit, ou bien champ vectoriel, pour résumer, donc un vecteur VM est des champs vectoriels ou bien fonction vectorielle de point ou champ si V de M, si V de M égale sa composante suivant X, qui dépend des variables Y et Z, suivant la direction X, plus sa composante suivant Z, suivant Y, qui dépend des variables X et Z, et suivant la direction EY, plus la fonction, sa composante suivant Z, Z, qui dépend de X et Y, orienté suivant Z. Donc ça, c'est comme son nom l'indique, ça, on appelle donc un champ vectoriel. Donc un champ vectoriel est défini comme étant V est un vecteur champ vectoriel, s'il est défini comme étant par rapport aux composantes avec toutes les directions de l'espace. Voilà. Donc une fonction vectorielle veut dire un champ de vecteurs. Donc un ensemble de vecteurs dans la chambre, comme je peux dire ainsi. Donc autrement dit, quand on parle ici de vecteurs, on parle de direction. Donc vecteur renvoie à, donc si on parle de vecteur, vous tous vous le savez, donc vecteur renvoie à ce que l'on appelle direction. Donc vecteur, si on parle de vecteur, on parle généralement de direction ici. Parce que si on parle de valeur seulement c'est scalaire. Mais si on parle de vecteur, c'est par rapport à une direction. D'accord? Donc ici, si on parle de champ de vecteur, c'est champ de direction. Voilà. Donc l'ensemble des directions qu'occupe un espace, autrement dit. Et l'ensemble de ces directions-là peut être représenté comme un vecteur. Voilà. Donc ici, quand on parle de vecteur, il faut avoir l'idée que vecteur représente la direction. Donc on ne parle plus de valeur, mais on parle plutôt de direction. Donc l'ensemble de directions qui occupent un espace peut être considéré comme un champ parce que tout vecteur possède une direction. Donc si on a une infinité de directions dans l'espace, donc si on a une infinité de directions dans l'espace, voilà la chambre, donc avec infinité de directions. Donc dans toutes les directions, on a donc les vecteurs infinité. Voilà. Donc l'ensemble de toutes ces directions-là peut être orienté dans un sens. Ça dépend du système de coordonnées qu'on a relié à cette chambre. Tout à l'heure, là, j'ai donné un coordonnée x, y, z. Mais ce qu'il faut comprendre ici, on a un ensemble de vecteurs, un ensemble de directions représente ce qu'on appelle un champ de vecteurs. Donc une infinité de directions dans un repère d'espace représente ce qu'on appelle un champ de vecteurs. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle donc, un vecteur Vm est dit fonction ou bien champ vectoriel si V est défini comme étant V de x, y, z, ex, V de y, x, z, ey, et V de z, x, y, et z. On a vu que ici, l'ensemble de ces vecteurs-là sont dirigés suivant les trois vecteurs donc, de la base. Il s'agit de ex, ey, ez. Mais en résumé, ce qu'il faut comprendre, l'ensemble de toutes ces directions-là, autrement dit, tous ces vecteurs-là, représentent ce qu'on appelle un champ de vecteurs. Donc, si vous connaissez une valeur x en toute valeur que vous connaissez de x, de y et de z, vous pouvez retrouver une direction dans l'espace. Donc, ici, connaissant pour n'importe quelle valeur de x, y, z, vous retrouverez certainement une direction dans l'espace ici, donc qui est définie. Voilà. Donc, c'est ça la deuxième partie, ce qu'on appelle donc un champ de vecteurs. Maintenant, on va passer maintenant à ce qu'on appelle donc la définition du gradient. Donc, maintenant, on va quitter un peu donc, champ vecteur, champ scalaire et champ vecteur. Maintenant, on va essayer d'associer donc au champ scalaire et champ vecteur ce qu'on appelle des opérateurs. Et ces opérateurs-là, donc vous les connaissez, certains d'entre vous ont déjà vu ces opérateurs-là. Donc il s'agit de gradient, il s'agit de divergence, il s'agit de rotationnel, etc. Donc tous ces grandeurs-là, tous ces opérateurs-là peuvent être appliqués soit à un champ, ou bien scalaire, ou bien un champ vectoriel. Donc on va parler maintenant des opérateurs vectoriels. Donc je vais effacer ici. Donc rappel sur les... Bon, attends, avant que j'aille plus loin, on va ouvrir le micro. Voilà. Et s'il y a des réactions, on va donc revenir. Voilà.
ici, on a maintenant, on va faire rappel sur les opérateurs. Les opérateurs. Ici, quand je parle d'opérateur, donc il s'agit du gradient, divergence et du rotationnel. Et on a aussi nabla, laplacien, tant pour moi, laplacien, etc. Donc voilà les opérateurs que vous connaissez. Donc on va essayer de parler de ces opérateurs. Et on sait que ces opérateurs-là, donc on peut